Bon bah, salut François. Bonjour Max, et merci de me recevoir. Hein. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Surtout que tu es un habitué des lieux, tu connais, tout à fait, je tu connais me la souviens, boutique. bien sûr. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors voilà, je m'appelle François Vaudour, j'ai 58 ans et j'habite Le Havre depuis toujours, étant donné que je suis né dans la région. Je suis pas né au Havre, mais presque, à Sainte-Adresse. Comment dire, j'ai longtemps travaillé chez Dresser-Rand en tant qu'informaticien et je fais aussi de la peinture et j'ai aussi mon petit personnage, d'où mon pseudo Goé. C'est toi qui fais les petits portraits de l'interview enracinés à chaque fois. Tout à fait, je vais faire tous les portraits, je ferai le mien aussi, mais pas de la même manière, d'une autre manière, mais voilà. La liberté de l'artiste. Exactement, c'est une règle fondamentale. Ah oui, bien sûr. Je ne fais que ce que j'ai envie de faire. Bah, je te vois d'ailleurs souvent passer dans le quartier parce que tu vas dessiner. Oui, tout à fait. Hier, j'ai été dessiné en allant à la bibliothèque, par exemple, parce que j'ai vu un bon point de vue. J'aimerais bien dessiner ici une fois à la boutique. Avec plaisir. Je vais aussi dans le Pays de Caux. Je ne vais pas qu'au Havre, mais bon, je vais surtout beaucoup au Havre. Ouais, ça t'arrive d'aller sur Rouen aussi, je crois, des fois. Oui, sur Rouen ou sur Honfleur. Est-ce que tu as un sentiment particulièrement qui se démarquerait particulièrement au Havre et qui ferait que tu te sentirais plus havrais que, je sais pas, rouennais ou... Bah, disons que je suis plus du Havre parce que j'y suis né, et le Havre a cette particularité qu'elle est tournée, et je trouve ça c'est plus intéressant, c'est qu'elle est tournée vers l'extérieur, énormément. Bon, le Pays de Caux, Rouen, j'aime bien aussi, mais ils sont plus tournés sur l'intérieur, quoique le Havre c'est un grand port. On est toujours tourné vers l'Atlantique, même voire plus loin. C'est très intéressant, tout en étant très, très havrais, quoi. Ils ont reconstruit, bon, après on aime ou on n'aime pas, mais c'était dans cet esprit-là aussi. La Porte Océane, par exemple, c'est dans cet esprit-là. C'est comme un peu New York, quoi. C'est l'ouverture sur l'extérieur. Du coup, c'est vrai que ça avait un lien particulier avec les transatlantiques de l'époque qui, bah, malheureusement, ne sont plus là. Il y a une espèce de décalage aujourd'hui entre cette architecture qui évoque les États-Unis et quel lien avec les États-Unis aujourd'hui? Bah là, il n'y en a plus vraiment depuis que le France... mais déjà, je pense que déjà le France, c'était déjà un petit peu terminé. Même quand ils ont fait le France. Je pense que la grande période, c'est avant la guerre et avant cette architecture-là, c'est le Normandie. En fait, le summum, je pense que c'était le Normandie. Ouais. C'est vrai que le Normandie, on a atteint un niveau de luxe qui était presque inégalé Tout à fait. avec ce qui se faisait avant. Tout à fait. Ouais. Je partage ce point de vue. Donc du coup, ton lien avec le Havre est tout particulier, et comment tu le définirais plus précisément? C'est un attachement donc à la fois familial peut-être? Oui, puisque du côté de Vaudour, ils sont au Havre depuis à peu près 1850. J'imagine qu'ils sont venus suite à la nouvelle ville. En 1853, ils ont commencé les destructions des remparts, et donc ils ont construit ce qu'ils appelaient la ville nouvelle, qui est en fait celle qui est restée, plus ou moins. Évidemment, il est resté un peu plus de l'ancien, mais celle qui est restée, c'est un peu la ville nouvelle du 19e siècle. Je pense qu'ils sont venus pour ça. Donc voilà, et puis je suis attaché au Havre parce que j'y ai toujours vécu. Je ne suis jamais parti plus d'un mois du Havre. Ah ouais. Que ce soit pour ma vie personnelle, alors ça changera peut-être plus tard, mais pour ma vie personnelle, que ce soit pour la vie étudiante, et même l'armée. Donc j'ai jamais quitté le Havre plus d'un mois. C'est plus qu'un attachement, là, c'est carrément un ancrage. Oui, tout à fait. Alors, tout en étant tourné vers l'extérieur, comme je l'expliquais, c'est peut-être assez curieux, mais c'est comme ça. Ce qui est marrant, c'est que en tout cas, moi, quand je vais à l'étranger et que je croise des Français et qu'on se découvre qu'on est du Havre, alors là, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Oui, tout à fait. Et la ville est un petit peu différente, en ce sens qu'elle est moderne. Bon, elle est ancienne dans la date, mais elle est en même temps moderne dans l'esprit, parce qu'elle est de 1517, je vais dire une bêtise, elle est de 1517, mais elle reste quand même récente de par ses destructions successives, ses reconstructions successives sur lesquelles je reviendrai après. Elle est restée, finalement, c'est une ville moderne.
à tout point de vue. Et en fait, elle n'a pas de lien, enfin je dirais, autant Rouen est très attaché à la Haute-Normandie, où Yvetot a été détruite aussi, mais je veux dire, Rouen c'est le pays de Côte, j'aime bien aussi, hein, je lis beaucoup Maupassant, mais tu vois, Maupassant, il y a qu'un ou deux bouquins qui se passent au Havre, et encore très légèrement, mais à Rouen il y en a, avec Boule de Suif, c'est pas du tout le même genre de ville. D'ailleurs, quand tu examines les cartes, et plus les cartes sont anciennes d'ailleurs, aujourd'hui on va dire ouais, il y a le pays de Caux. Oui. Et en fait, nous on n'est pas vraiment, on peut pas dire que ce soit le pays de Caux, nous on est bec de Caux. Oui, mais on n'est pas sur le pays de Caux. Le pays de Caux, c'est le plateau. Ouais. C'est le plateau. Et nous, on est un peu sur le plateau, évidemment, parce qu'il y a la ville haute, mais la ville haute est relativement récente. Était même pas Le Havre jusqu'à, il y a, je dirais, 150 ans, 170 ans, puisque même Ingouville, Tourneville n'était pas Le Havre. Je te parle même pas de Graville et de Senvic et de Bléville, là c'est vraiment c'est assez récent, enfin c'est ancien mais récent. Donc oui, Le Havre a une position, je pense que s'ils avaient agrandi, mettons une supposition, ils auraient agrandi le village de l'Eure, d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas fait, parce que le village de l'Eure existait. Ils auraient pu développer la ville de l'Eure, par exemple, qui se sera peut-être appelée l'Eure, et avec le port. Ça aurait très bien pu être comme ça. Le port en avancé vers la mer, et la ville de l'Eure, le centre-ville. Tout à fait. Il n'y avait rien qui dérangeait. Je pense que c'est peut-être pour être indépendant au niveau des seigneuries à l'époque, je suppose. Ça aurait très bien pu être possible. Bon, après, on aurait pu aussi partir d'Harfleur, mais Harfleur, ça fait quand même beaucoup, ça fait assez loin de la mer. Voilà. Ou partir d'Ingouville. Ou de Saint-Adresse, qui existait. Ça fait partie de ces havres un peu alternatifs. Tout à fait. Pas forcément. Non. Je sais que tu as de l'intérêt, par exemple, pour le plan Meyer. Oui, beaucoup, parce que ça, c'est une de mes grandes questions. C'est d'essayer de trouver une réalité alternative possible, évidemment, parce qu'après, on peut imaginer être attaqué par les Martiens, enfin, c'est n'importe quoi. Mais je veux dire, là, si par exemple, il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale, donc il y aurait eu le plan Meyer entre 1939 et 1942, et les destructions auraient été plus limitées au niveau superficie, mais plus intenses là où ça s'est fait. Il comptait raser Saint-François et construire une grande avenue de la gare à Notre-Dame, par exemple. Voilà. Ça, c'est s'il n'y avait pas eu la guerre. Après, on peut imaginer aussi la Seconde Guerre mondiale, mais sans le bombardement du 5 et 6 juin. 5 et 6 septembre. Voilà. Ça, c'est encore une réalité encore plus possible. Il suffisait que le commandant allemand, dont je ne me rappelle plus le nom, se rende aussitôt aux Anglais, il n'y aurait pas eu le 5 et 6 septembre, et la ville aurait été complètement différente, parce qu'il y avait eu des destructions, mais pas aussi massives. Plus ciblées, quoi. Voilà. Au demeurant, c'est les Allemands qui ont détruit le port, quand même. Absolument. Oui, ce qui est assez surprenant, parce que il y a eu des bruits qui ont couru que la destruction du Havre, due aux Anglais, était vouloir détruire le Havre pour le futur, mais moi j'aurais détruit le port et les usines, j'aurais pas détruit la ville. Détruire la ville, ça ne donnait rien du tout. Mais bon, l'histoire est faite ainsi. C'est vrai qu'il y aura toujours cet inconnu, il nous faudrait le document avec l'ordre. Il existe. Oui, j'imagine qu'il existe au British Museum ou dans la... Alors bon, après... Planqué au fin fond d'une caisse. On est quand même la ville la plus détruite, un des ports les plus détruits d'Europe et la ville la plus détruite de France. Et il y a eu une étude statistique qui a été faite là-dessus, pas basée sur le pourcentage de maisons, mais sur le tonnage de bombes. Par exemple, Boulogne a reçu 2900, quelque chose comme ça, Brest 3006 et nous 10 000 tonnes dans toute la guerre. C'est un Anglais qui l'a fait. On a été bombardé à la façon des villes allemandes. Voilà, tout à fait. Ce qui n'était pas du tout le même objectif que bombarder des villes de pays occupés. C'était des bombardements de terreur. C'est ça. Comme ils ont fait d'ailleurs, les Allemands ont fait à Coventry. Très rapidement, quand deux Havrais discutent et qu'ils veulent évoquer leur ville, les bombardements arrivent tout de suite. En tant que sujet. Ce qui est assez paradoxal, parce que moi j'ai eu le souci une fois avec un Gouet... Pour le blog de Daniel. C'était un petit sketch. C'était un petit sketch sur les bombardements de la rotonde à Graville.
j'avais fait un truc un peu humoristique, mais puis que personne avait... Et ben, j'ai eu des remontées terribles, parce que en fait, fallait rien dire sur les bombardés, on se rendait pas compte, mais en fait, c'est juste émotionnel, c'est parce que ces bombardements restent présents dans la mémoire actuelle, ils passeront dans le futur, forcément, mais c'est une question de temps. Mais j'aurais fait la même chose sur la Malmarée, 1525, où les bombardements britanniques, aussi déjà au canon de 1694, la ville était proportionnellement, évidemment, toute proportion gardée, aussi détruite. Et l'impact était aussi important sur les gens. J'aurais fait un goé sur le bombardement de 1684, personne n'aurait rien dit. Alors qu'en fait, les gens sont morts aussi. Il y en a eu moins, mais la ville était moins grande, donc, mais proportionnellement, c'est aussi important. Il y a quelque chose de très sensible dans cette période. Oui, parce qu'il existe encore des gens vivants, et pas seulement des gens vivants, mais il y a le phénomène aussi de deuxième, troisième génération qui gardent en mémoire, enfin, qui ont été... Moi-même, ça m'est... Un traumatisme qui se transmet. Tout à fait. Nous, on est toujours sur 40 quand on parle de l'histoire, parce que les grands-parents on en parlait, voilà, enfin... Tu vois, mais ça passera. Ça passera. Bien sûr, c'est l'histoire qui voudra ça. Oui, ça restera dans les livres, toujours. Le bombardement de 1694, celui qui s'y intéresse, il peut trouver tout de suite. Mais plus dans les discussions. Personne n'en parle. On ne fête plus la Malmarée. Enfin, je veux dire, commémorer plutôt... alors que c'était fait jusqu'à la Révolution, quand même. Le temps efface tout, mais bon, c'est normal en même temps. Sinon, si on gardait tout en mémoire, ce serait infernal. Ce serait pas possible, ce serait infernal, au sens littéral. Qu'est-ce que ça peut signifier pour toi d'être Havrais? Vraiment, si tu devais, je sais pas, ouvrir un dico, Havrais, tu mettrais quoi? Moi, je dis tourné vers l'extérieur, ouvert sur le monde, alors que bon, il y a d'autres villes peut-être où c'est moins le cas, ou pas péjorativement, c'est pas la question, mais voilà, moi c'est ouvert vers la mer, je pense, plus que vers l'arrière-pays. Par exemple, quelqu'un qui habite à Montivilliers et qui travaille au Havre, est-il Havrais? Ah non, enfin, non, pour moi non. D'accord. Enfin, il est de l'agglomération havraise. Il est de l'agglomération. Ah oui, il est de l'agglomération havraise, donc on peut dire quand même un petit peu, enfin je sais pas. Et quelqu'un qui habite au Havre, mais qui travaille à Montivilliers. Mais il est pas Montivillon. Il n'est pas Montivillon, donc, mais il passe sa vie à Montivilliers. Donc le Montivillon qui a travaillé au Havre n'est pas Havrais, faut être logique. Mais Montivilliers a son identité propre. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, il y a beaucoup de générations de Havrais, là, depuis les années 80, qui sont nés à Montivilliers. Oui, oui, d'accord. Mais bon, moi je suis né à Sainte-Adresse en même temps. Mais c'est parce qu'il y a la maternité. Et moi j'ai même une de mes filles qui est née à Harfleur. Bon, parce qu'il y avait une maternité, mais maintenant la maternité, elles sont plus là. Bon, mais ça pose la question du territoire. Oui, bien sûr, de naissance. Ouais. De naissance. Mais on peut être Havrais et être né au Zimbabwe. Ça n'empêche pas non plus. Je veux dire. Ouais. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être un volet très important du Havre secret, c'est toutes les migrations qu'il y a pu y avoir depuis des siècles. Commencé avec les Bretons, il y a eu des Polonais, il y a eu des gens qui sont venus d'Afrique. C'est le carrefour des mondes. Là. Ah bah oui, c'est normal, c'est le peur. Les Bretons, c'est beaucoup le peur. Il y a quand même 40% de la population havraise qui est d'origine bretonne. Alors, c'est pas rien, quoi. D'où ton ouverture sur l'extérieur. Oui, tout à fait. C'est pour ça. Voilà. Alors maintenant, c'est plus les mêmes personnes, mais ça fera pareil. Est-ce que dans l'imagerie du Havre, un petit peu, il y aurait un objet qui, toi, te lierait particulièrement au Havre ou t'évoquerait le Havre? Oui. Et je t'en avais déjà parlé d'ailleurs. C'est le galet, comme Jean-Michel Aral, mais un peu plus précis. C'est le galet rouge. Qui est une spécificité du Havre. Alors, je dis galet rouge, parce que c'est celui qu'on trouve le plus communément. Bon, il peut être jaune, ou il peut être presque blanc. Il n'y en a pas d'orangé, parce que en fait, c'est le galet formé par les briques de la destruction du Havre. Voilà. Et moi, je dis galet rouge parce que c'est
c'est celui qu'on trouve couramment. Le galet orange, on trouve peu parce que la brique orange, c'est la plus ancienne, celle qui date du début du 19e, fin du 18e, et elle est très très friable, donc en fait elle se désagrège complètement. On a du mal à en trouver sur la plage, mais le galet rouge, on en trouve beaucoup, et ça c'est symptomatique du Havre, parce qu'en même temps, c'est une sorte de boucle. Il y a l'argile du pays de Caux, ou du Havre, qui a été, d'où la marre rouge d'ailleurs, qui a été utilisée pour faire des briques. Les briques, on les a utilisées on les a façonnées, on en a fait on a façonné l'argile, on en a fait des briques. Les briques ont été détruites, ça retournait à la mer, et ça retourne à la nature en même temps. Et puis il y a le travail aussi, l'arrondissement de la brique pour résister finalement à la mer, elle s'arrondit et elle est toujours là. Ouais, c'est un symbole assez symbole, fort. Oui, je trouve que c'est très intéressant. Et il reste ce noyau dur. Voilà. C'est un peu l'esprit havrais. Voilà, tout à fait. Qui, malgré les vicissitudes de. Oui, je reviendrai aussi sur cette question à la fin. Ouais. Mais voilà, donc moi le galet rouge, ça c'est quelque chose qui me marque énormément. La brique polie. Voilà, la brique polie. Est-ce qu'il y aurait un auteur ou un livre? Alors, j'ai 2 livres qui m'évoquent le Havre le plus, bien sûr, parce que des livres... Alors, il y en a un très ancien, pour une première raison, et un deuxième plus personnel. Le premier, c'est L'Esprit du Havre, de Julien Guillemard, si je ne me trompe pas de prénom. Alors là, celui-là, ça m'évoque vraiment le Havre d'avant-guerre. Parce qu'on y retrouve cet esprit un petit peu cosy qu'avait le Havre, un peu britannique entre guillemets, parce qu'on a beau avoir été détruit plusieurs fois par les Anglais, on est assez britannique dans l'âme quand même. Il y en a eu beaucoup qui sont venus ici, qui se sont installés, puis il y a cet esprit de négoce, il y a le hack, avec les origines, c'était des joueurs qui venaient beaucoup de Grande-Bretagne, enfin à l'origine du moins, il y en a eu d'autres après. J'en ai côtoyé un d'ailleurs assez connu. Tu vois, c'est cet esprit un peu cosy, puis de la brique. Tout était en brique en fait au Havre avant. C'est ce qu'on retrouve dans l'ancienne ville. Et t'as un côté cosy, un peu britannique. Ouais, ça fait penser un peu à Portsmouth de l'autre côté, quoi. Oui, quoi, Portsmouth et Southampton ont été pas mal détruites, mais oui, tu vois, un petit peu cosy comme ça. Voilà. Ouais, c'est ce qui c'est un des côtés du Havre, ce qui est assez tourné vers l'extérieur et le grand large, mais en même temps cosy. Ouais. Ce qui va, en même temps, les marins ont cet esprit-là aussi, sur les bateaux, comme ils sont entourés de tempêtes, enfin, je m'exprime peut-être pas tout à fait bien, mais enfin, j'espère être assez clair, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Et je retrouve cet esprit-là dans le livre L'Esprit du Havre de Guillemard, qui m'a plus marqué, paradoxalement, que L'Enfer du Havre. Tu vois, on retrouve un Havre qu'on connaît plus. Mais qu'on retrouve quand même dans certaines anciennes rues, où moi je ressens ça, on se croirait vraiment dans le vieux Havre, et on ne sent pas la même atmosphère que dans le nouveau. Ça a pas trop mal parlé sur le Havre Secret ces derniers jours du casino Marie-Christine, qui évoque un peu, moi je trouve, ces villes de front de mer qu'on trouve en Angleterre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, comme Brighton ou avec les jetés aussi. Oui. Bon, moi ça me parle un petit peu moins parce que honnêtement je l'ai pas connu. Et puis, comment dire, c'est vrai qu'il existait quand je suis né, mais j'avoue que ça me parle pas trop ça. Mais non, moi je voyais plutôt le centre-ville. Des rues comme Anatole France, tu vois, où là on trouve des petites maisons, des belles maisons même, il n'y a pas que des petites maisons, et ce côté à la fois immeuble et jardin, qu'il y avait beaucoup en centre-ville. Enfin, il n'y avait pas que ça, mais il y avait beaucoup ça en centre-ville avant la destruction par les Anglais. Le deuxième livre, c'est plus personnel, c'est L'été 76 de Benoît Dutertre. D'accord. En fait, ça se passe au Havre, bien sûr, c'est sa jeunesse dans les années 75, enfin 76, puisqu'il parle de l'été 76. Et il parle de François Ier, lycée où j'ai passé mon bac, et de Saint-Jean, lycée où j'étais en fait. Et en fait, ce qui est amusant, surtout pour Saint-Jean, parce que François Ier, j'ai juste passé le bac, donc j'avoue que je connais personne, mais à Saint-Jean, il parle de personnes que j'ai connues. C'est assez surprenant et il était à Saint-Jean 2-3 ans avant moi, quoi, en fait. Donc c'est assez... voilà.
Ça te fait écho, quoi. Voilà, tout à fait, complètement. Donc c'est ces deux livres-là, entre autres, hein, les plus marquants. Bah, tu parlais du lycée Saint-Joseph, mais peut-être, ça va être la réponse à la question, mais est-ce qu'il y a un monument, un bâtiment que tu as connu ou que tu n'as pas connu, hein, qui te manquerait? Des monuments qui me manquent, en fait, il y en a, enfin qui me manquent. Il y en a un que j'ai connu et un que j'ai pas connu. Il y a la boutique de Monsieur Bali. Et je trouve que c'est... Enfin, toi, tu l'as reconstitué un petit peu, je ne dis pas le contraire, mais... Humilité, hein. Mais c'était... c'était hallucinant le nombre de livres, et ça, c'est vraiment quelque chose que je regrette, mais bon, c'est la vie, hein, ça ne peut pas durer éternellement, hein, tout est recommencement. Mais d'ailleurs, à la preuve que c'était recommencement, puisque toi, tu en rouvres un autre. Et le deuxième bâtiment que j'ai pas connu, et que personne d'ailleurs n'a connu, c'est la maison du passeur. D'imaginer une maison qui datait, puisqu'elle a été détruite au début du 19e, si je ne me trompe pas, qui datait d'avant le Havre. Comme quoi, ça j'aurais bien aimé connaître. Je l'ai dessiné, mais je ne l'ai pas connu. Je pense que si on creusait à l'endroit, j'imagine qu'on retrouvera les fondations quand même. Bah, tu sais qu'ils ont retrouvé une pirogue préhistorique lors de la construction du bassin Vauban. Mais avec un mort dedans, en fait, c'était pas enfin, c'était un bateau, mais qui a servi de un peu mortuaire, voilà, de sépulture. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un événement qui t'a marqué, un concert, une conférence? Oui, les Grandes Voiles du Havre qui ont eu lieu, je ne sais plus en quelle année, mais il y a récemment, avant le Covid, évidemment, dans le bassin Vatine. Et moi, j'y suis allé un soir, on était invité à un cocktail sur un bateau, et on se croyait dans l'ancien Havre. C'était phénoménal, les vieux bateaux, les docks, là c'était en live. C'est vrai, ça a tous ces gréements dans les bassins, ça fait rêver. Oui, tout à fait. Et ça manque avec le bassin du commerce aujourd'hui? Il y a plus de bateaux? Non, c'est vrai. Le bassin du commerce, il n'y a plus de bateaux. Le bassin Vauban, il y a des bateaux de plaisance qui sont très bien. Là, je pense que c'est bon. Effectivement, bon, le grand bassin, donc je me rappelle plus, le bassin de la Citadelle, là, c'est énorme, donc ce serait difficile de le remplir. Mais le bassin Vatine, pourquoi pas. Et il y a un bateau qui va passer l'hiver au Havre. Ah oui. Le Belém. Je ne sais pas où il va aller. Mais... Je sais pas, oui. Est-ce qu'il y aurait une chanson qui t'évoque des souvenirs au Havre? Alors, j'ai pensé à la chanson, à la musique, mais en fait, j'en suis venu au bruit. Parce que j'ai pas de chanson de musique comme ça qui m'évoque le Havre, honnêtement. Ou qui sera associée à des souvenirs que tu as vécu. Non. Oui, mais non, pas forcément. La musique que tu aurais entendue en boîte de nuit. Non, mais par contre, j'ai un bruit, oui. Un cri. Le cri du goéland. Ça, c'est caractéristique, je trouve. Et ça gêne beaucoup de gens, ce que je peux comprendre tout à fait. Mais je pense qu'on gêne aussi les gens. On gêne aussi les goélands avec nos bruits. Mais ça, c'est pas... Les gens s'en rendent moins compte. Donc c'est plus ça plus que de la musique. Alors c'est pas franchement de la musique, il faut être honnête. Est-ce que tu aurais un message éventuellement que tu voudrais transmettre à ceux qui regarderaient cette vidéo, je sais pas, dans 20 ans? Oui, c'est pas facile de transmettre un message. De Havre à Havre, par exemple. Je dirais que pour rester dans le Havre, il faut pas oublier le symbole du Havre. Et je sais pas si tous les Havrais, il y en a qui le connaissent évidemment, hein, bien sûr, mais le symbole du Havre, c'est la salamandre. Et la salamandre, elle ne renaît de ses cendres. Et je trouve que c'est... Alors, c'est pas volontaire, puisque c'est dès le départ, mais c'est bien symptomatique du Havre, parce qu'en fait, comment dirais-je, on a ressuscité plusieurs fois, donc on est sorti, on a utilisé nos cendres, et c'est un symbole à double symbole, puisque en fait on arrive à renaître de nos cendres régulièrement, mais donc ça c'est bien, on rebondit, mais en même temps, renaître de ces cendres, ça veut dire réutiliser le passé, réutiliser ce qui a été détruit, pour grandir, pour s'améliorer. Comme l'arbre se nourrit de l'humus qu'il a lui-même fait avec ses feuilles.
Donc je trouve que c'est un bon symbole. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu... Alors, on n'est pas les seuls à avoir ça, parce qu'en fait, François Ier avait créé aussi Vitry-le-François, qui a aussi, si ma mémoire est bonne, la salamandre, et qui, elle aussi, a été détruite en 40 et reconstruite. Ce qui est d'ailleurs assez curieux, parce que c'est une petite ville, Vitry. Enfin, j'ai rien contre Vitry-François, mais c'est quand même une petite ville par rapport au Havre, et qui n'avait pas vraiment de raison d'être détruite. Je ne sais plus pourquoi elle a été détruite, mais elle a été détruite comme le Havre d'ailleurs. C'était pas. Et je trouve que ça, c'est un bon symbole qui reste dans l'esprit havrais. Et c'est pas voulu dès le départ, parce que je pense pas que François Ier a pensé à ça. Enfin, peut-être, je ne sais pas, j'étais pas dans sa tête, mais. Je viens juste de faire le rapprochement que tu avais le même prénom que notre bien-aimé fondateur. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et moi aussi, je m'appelle François. C'est mon troisième prénom. D'accord. Ouais. Donc, je sais pas, il y a un truc avec les Havrais et les François. Est-ce que tu auras un mot de la fin, peut-être? Non, je te remercie de m'avoir interrogé, c'était très intéressant. Je t'en prie. Voilà, j'espère que j'ai été toujours assez clair dans mes explications. Ouais. Merci, de rien. Merci de ton passage et d'être prêté au jeu de l'interview.